Alors bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous retrouver en ce début d'année avec Gilles et Jean-Yves. Donc pour ce webinaire en 2024, ensemble, allons plus loin, voyons plus grand. Donc effectivement, pendant 7 heures, on va vous expliquer les nouveautés, les changements qui sont engagés pour l'ICAM, les ambitions pour 2024 et pour les années à venir. L'occasion aussi d'expliquer, je me tourne vers Jean-Yves, comment la Fondation accompagne l'ICAM dans ces changements, dans ce développement. Et puis nous accueillerons donc à la fin de ce webinaire Éric Sirodeau, qui viendra nous parler en fait du réseau Alumni. Et l'objectif de ce webinaire, c'est également de répondre à vos questions, de partager aussi vos réflexions. Donc, n'hésitez pas à les poser. On y répondra soit au fur et à mesure, soit on se gardera un petit temps voilà, à la fin pour y répondre, dans la mesure du possible. Alors, vous voyez, on est sur la carte du réseau. Donc, je me tourne vers Gilles. On parle de voir plus grand. Donc, on est sur 13 campus aujourd'hui dans le monde, 6 pays. Oui. Voilà. Et puis, on a une nouveauté depuis la rentrée. On parle de développement à l'international avec 2 nouvelles destinations, euh, Cochin, Manille. On va expliquer tout ça. Cochin en Inde, oui, Voilà. et Manille aux Philippines. Alors, pourquoi ces 2 pays? Comment ça s'est passé? Comme les autres pays, par, par des sollicitations des pays et des universités avec lesquels on conventionne, par opportunisme donc, mais aussi par volonté d'aller dans des régions du monde où on a à la fois un potentiel jeunesse à former très important, et c'est le cas en Inde et c'est le cas aux Philippines, et une activité économique voilà, qui est quand même dans l'ADN de l'ICAM et qui est très importante pour notre fonctionnement. Et alors dans l'ordre des choses, on va dire que aujourd'hui le campus à venir de Manille, puisqu'on est en train de signer la convention, en tout cas la co-rédiger, Manille, Athénéo, l'université Athénéo, c'est une longue histoire avec l'ICAM. Ça fait plus de 20 ans qu'on collabore sur des échanges, sur de la recherche. On va voir quelques photos au fur et à mesure qu'on Voilà. discute. Alors là, c'est les photos des Philippines, effectivement. Et on a une longue collaboration avec l'université et le Bachelor international, ex-parcours ouvert qu'on a mis en place. On en parlera dans un deuxième temps, Voilà, ouais, pour expliquer ce que c'est. est un produit qui nous permet aujourd'hui de rentrer vraiment dans une alliance, beaucoup plus qu'un partenariat. C'est vraiment un mariage entre une université implantée dans le pays dans lequel on va et l'ICAM. Et on co-crée et on lance voilà, une formation qui est sur place et l'intégration dans l'écosystème du bachelor qui est un programme qui se déploie au niveau international. Et Cochin, en fait, on va dire que c'est une solution qui nous a permis, post-Covid, de pouvoir répondre à la promesse d'envoyer, en tout cas de faire une proposition de destination en Inde. L'Inde a été vraiment très touchée par la crise Covid et a mis beaucoup de temps à redémarrer son cycle étudiant. Et c'est avec Cochin, en fait, on a bien sûr notre campus à Chennai, et c'est avec Cochin qu'on a fait un partenariat pour qu'il puisse accueillir, depuis septembre dernier, une petite cohorte d'étudiants internationaux du bachelor. Je crois que vous êtes rendu sur place, Gilles, il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Euh, il y a un vrai dynamisme dans ces pays. On peut Alors, dire je suis pas allé à Cochin, je suis allé en Inde, mais je suis pas allé à Cochin, puisqu'aujourd'hui, c'est pas encore un campus, c'est vraiment juste une destination, voilà, tout est possible, mais aujourd'hui, c'est simplement une solution de destination qu'on offre à nos étudiants. Je me suis rendu aux Philippines, je connaissais pas du tout, c'est très loin, et c'est de nouveau un autre pays, une autre culture, c'est plus de 100 millions d'habitants, c'est une archipel d'îles incroyable. L'université de Manille, Athénéo, c'est plus de 20 000 étudiants. Ils sont pas mal sur la théologie, les sciences sociales, les sciences humaines, ce qui est assez intéressant quand on connaît l'ICAM. Et puis voilà, il y a eu cette envie de, de mettre en place cette collaboration et cette alliance sur le parcours ouvert, qui est devenu Bachelor international. Et on a donc là des étudiants des différents pays qui sont déjà partis là-bas, donc ils ont accueilli
ces étudiants, 23 au total. Donc c'était une opportunité d'aller les voir, de pouvoir discuter les bases de notre alliance et de travailler la convention, de mieux se connaître et puis d'inaugurer le Fab Lab, puisqu'on a, On voit sur la première ouais, photo, effectivement. on a l'un des fils conducteurs de tous les campus qu'on a dans le monde. C'est le Fab Lab en fait, et c'est à ma connaissance, mais je ne suis pas un grand spécialiste, le premier réseau de Fab Lab qui collabore au niveau international ensemble, qui est construit un peu sur le même modèle, avec la même vision et la même stratégie. Donc voilà, et j'en suis revenu assez épaté parce qu'il y a une activité économique incroyable. On avait plus de 15 entreprises présentes à l'inauguration, beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées là-bas, donc un potentiel économique très fort. Et puis des vraies problématiques qui vont bien à la formation ICAM, notamment avec le changement climatique, la pollution. Il y a une grosse pollution plastique aux Philippines et il y a des forts enjeux sur la montée des eaux. Donc voilà, donc on est dans un contexte. Vous êtes rendu, quand vous étiez sur place, on voit une photo justement à l'écran, dans un village. Vous pouvez nous en dire quelques mots en fait? Ouais, bah là c'est typiquement voilà, c'est les quatrièmes années du bachelor. Ils ont un projet d'habitation durable là-bas on a signé un accord avec une petite communauté qui vit un peu excentrée et dans une forêt, dans des conditions tropicales et climatiques assez difficiles pour un Européen ou un Français comme moi. Et en fait, on est avec tous les étudiants et les membres de la communauté. Et l'objectif, c'est de créer une habitation facile à construire, facile à entretenir, pas cher, et un habitat low-tech. Et là, c'était la première visite. Et c'est vrai que c'est super intéressant de se dire qu'il y a des ingénieurs ICAM qui ont été formés en France, au Brésil ou en Afrique, qui vont contribuer à accompagner et à aider une petite communauté un peu démunie dans la forêt philippine. Alors on parle de Cocha, Mani. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives en fait, à l'international? Alors, il y en a, honnêtement, il y en a, et notamment l'Afrique. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en Afrique. On commence à avoir une belle réputation et on sait faire les choses là-bas. Donc on est contacté, ouais, on a des études en cours. J'ai encore eu un contact pendant les vacances de Noël avec un nouveau pays, à chaque fois avec des universités jésuites. C'est dans notre ADN et c'est dans notre, dans notre fonctionnement en France. Et c'est une très bonne chose de faire ça avec des universités jésuites parce que très rapidement on se rejoint sur le terrain des valeurs, de la vision, de la formation de la personne, de la façon de former la personne. Donc oui, il y a des projets, mais honnêtement, la priorité aujourd'hui, c'est quand même à la fois de stabiliser ce qu'on est en train de faire à l'international, de créer ce réseau international. C'est pas le tout de signer des campus et de déclarer, voilà, de signer un papier et de dire ok, ça y est, on a un campus ICAM dans tel ou tel pays. Vous connaissez l'ICAM, on veut aller chercher autre chose et là, on est en train d'essayer vraiment de donner une dimension internationale. C'est vraiment aller plus loin en fait. Ouais, vraiment créer ce réseau et faire un autre step à l'ICAM et prendre voilà, une vraie dimension au sens profond du terme à l'ICAM. Donc il y a ce travail-là qui n'est pas simple. Travailler avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique et avec l'Asie, avec des Français au milieu de tout ça, c'est pas simple du tout. Ne serait-ce qu'au niveau décalage horaire. Il y a une amplitude, voilà, quand il est 7h du matin à Quito, 12h ou 13h en France, suivant qu'on est à l'heure d'hiver ou l'heure d'été, et il est 20h aux Philippines. Donc voilà, rien que pour faire des réunions ou travailler, c'est un peu complexe. Mais voilà, à nous d'inventer cette façon de travailler et puis vraiment d'ancrer le projet de l'ICAM dans des territoires et en même temps d'être complètement raccord avec la réalité de ces territoires. Enfin, vous avez tous connaissance de l'actualité en Équateur ces dernières semaines. Voilà, ça arrive. Je suis allé à Kinshasa l'an dernier. C'est aussi un pays avec un potentiel énorme, mais avec une certaine instabilité politique. Donc voilà, je pense sincèrement qu'on est au bon endroit, au bon moment, mais qu'après, il faut se donner du temps pour vraiment créer, enraciner le projet et le développer à la fois avec cohérence au niveau mondial
Mmh. et tout en répondant à la réalité locale. On parlait aussi, enfin, on parle de développement à l'international. On a évoqué la France, et c'était l'objet du webinaire l'an passé. Effectivement, le site de Strasbourg Europe, on peut ne pas en parler. Effectivement, il y a un développement en France aussi. Ouais, il y a un développement qui n'était pas prévu. C'est un rapprochement, hein, c'est tout simplement une direction de site existant depuis 10 ans et un conseil d'administration qui ont mené une réflexion et qui ont étudié un petit peu l'idée de se rapprocher d'un réseau d'écoles. Il se trouve que le projet de l'ICAM et l'identité de l'ICAM leur a vraiment plu. On a acté ça en juin 2022 et on a commencé la mise en œuvre en septembre 2022. Voilà, ça a fait 1 an et demi. C'est aussi de l'interculturel. Voilà, on travaille avec des Vendéens, des Bretons, des gens de l'Est, des Parisiens. Voilà, c'est à l'échelle de la France, mais c'est très intéressant parce que là, on n'est pas en création, on est vraiment dans un rapprochement avec un site existant. Donc il y a un changement de culture. Là aussi, il faut se donner un peu de temps. Mais après, ça nous ouvre les portes de l'Est de la France, voire au-delà, parce que Strasbourg Europe a une identité internationale très forte et c'est très intéressant pour nous. Il y a aussi des sujets dont on parlera après voilà, qui sont venus de Strasbourg. Donc encore une fois, cette cohérence à avoir entre les campus français et au-delà, je vous l'ai dit, au niveau international, et en même temps, un ancrage dans la réalité, les besoins et le fonctionnement local. Merci beaucoup. Je me tourne vers du côté de Jean-Yves. Justement, on parle de développement à l'international en France. Comment la Fondation en fait accompagne ce développement, ces changements, par quelles actions notamment? Puisqu'on rebondit sur l'international, effectivement, la Fondation a par exemple aidé le site de Douala à construire sa 2e résidence Je étudiante. crois qu'on va le voir à l'écran, justement. Ouais. Un des attraits et un des atouts de l'ICAM, c'est de pouvoir accueillir ces étudiants sur le site. La vie entre étudiants est aussi un des points importants de l'éducation de ces 5 années. Et c'est vrai qu'à Douala, on avait une seule résidence étudiant pour 140 élèves. Là, on double. Et donc, on sera capable d'accueillir davantage d'étudiants sur le site grâce à cette nouvelle résidence qui est maintenant construite. Voilà. Ça, c'est un des premiers points importants de la mission de la Fondation, qui est d'aider les étudiants à être dans un cadre de vie plus agréable et plus efficace pour leurs études. C'est une priorité pour vous, je crois, on en parlait. Oui, d'offrir ces conditions. C'est la première mission, ou la deuxième, parce que l'autre est importante aussi, d'accorder des prêts d'honneur aux étudiants. Donc, on parlait de Strasbourg Europe, c'est vrai que c'est la première année, en 2023, où on a accueilli, dans le cadre de ce programme des prêts d'honneur, des étudiants de Strasbourg Europe, 17 je crois, et donc sur un total de 370 étudiants qui ont bénéficié de ces prêts d'honneur en 2023. Donc voilà deux exemples concrets des missions de la Fondation. La façon dont la Fondation accompagne. On a commencé à en parler justement de ce bachelor international et ICAM, qui est l'autre grande nouveauté depuis la rentrée. On va peut-être en dire un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bachelor international, ex-parcours ouvert? Donc, pourquoi cette évolution et en quoi il est novateur? Alors, ce n'est pas une nouveauté, la seule nouveauté, c'est le nom. Le bachelor international, il est novateur parce qu'on essaye d'aller chercher un public qui est peut-être un peu plus éloigné de l'idée de faire des études d'ingénieur, ou en tout cas des études scientifiques. Et on propose à ce public-là de faire un parcours de 4 ans. Donc pour le coup, on est vraiment sur un bachelor à la sauce internationale, parce qu'en France, les bachelors sont plutôt sur 3 ans. Et donc nous, on propose un bachelor international, et l'idée, c'est de relier tous nos campus internationaux, d'avoir ce lien au moins sur ce sujet-là. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres à creuser. C'est un développement simultané sur les Ouais, c'est le point commun. en fait, Et du coup, c'est aussi un travail commun et du coup, une mise en commun et un développement qu'on va générer en commun. Donc, on l'a pensé en France au départ. On l'a mis en œuvre il y a 5 ans. Les premiers étudiants qui ont fait les 4 années de bachelor et qui maintenant ont intégré les deux dernières années pour aller chercher en France pour aller chercher un diplôme international, pour aller chercher un diplôme ICAM, et ben ils sont en 5e année là. Donc voilà. Et on est dans l'innovation parce que voilà, on envisage ça dans une dimension internationale et c'est complexe déjà.
Et en plus, on a une approche pédagogique très différente des 2 autres parcours. Et on veut vraiment essayer de former une nouvelle race d'ingénieurs, toujours avec l'ADN ICAM, mais avec, voilà, avec plus d'initiatives, plus de curiosité, beaucoup plus d'autonomie. On est sur une pédagogie basée sur le problem-based learning, apprentissage par problème. On ne va pas leur dispenser des connaissances pour qu'ils aillent résoudre et trouver la solution au problème, mais on va leur poser un problème et on va mettre des ressources à disposition. Et ils vont eux-mêmes voilà, aller se renseigner et travailler le cours en dehors du campus et venir travailler sur le projet ou le problème. Et on constate déjà sur les premiers qui arrivent que ça fait des étudiants beaucoup plus autonomes, qui ont moins peur de la feuille blanche, qui sont moins classiques dans leur approche et moins formatés, qui sont plus créatifs et qui sont ouverts à l'international, à l'interculturalité, puisqu'ils ont au moins 1 an passé sur un campus à l'étranger. Donc voilà, quand vous faites, voire 1 an et demi, parce que certains partent même en troisième année. Donc ça donne, voilà, ça donne un profil d'ingénieur qui, à mon sens, sera très intéressant pour relever les défis que le monde économique et la société au global a à relever dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. Parler d'innovation pédagogique, alors il y a de multiples voies justement à l'ICAM, et il y en a une en particulier aussi, c'est un nouveau parcours spécialisé, c'est la formation SNI, donc Système numérique industriel, justement de Strasbourg. Alors, on revient à Strasbourg. Ouais, exactement. Ouais, alors c'est une sacrée nouveauté parce que l'ingénieur ICAM, pour ceux qui connaissent bien l'ICAM, c'est un ingénieur généraliste. D'ailleurs, quand on va à l'étranger et qu'on traduit littéralement Generalist Engineer, les gens nous regardent et ne comprennent pas. Et quand on leur dit pluridisciplinaire, multidisciplinaire, là, ils sont très intéressés. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs sur les campus ou d'universités étrangères, on est aussi proche de la formation en sciences que de la formation au management. Les business schools s'intéressent beaucoup à nos profils d'ingénieurs. Donc ça, petite parenthèse. Et pour revenir à Strasbourg, avec Strasbourg, en fait, on a effectivement on s'est un peu décalé par rapport à cette idée de former des ingénieurs, et on a la formation système numérique industriel. Et ça, c'est nouveau à l'ICAM. On le fait en Afrique, sur des sujets aussi autour de l'informatique et du numérique. Mais en France, c'est un peu nouveau. Et ça répond tout simplement à l'enjeu de transition numérique des entreprises. C'est une formation par apprentissage, donc ça, on sait faire. Et puis, c'est une formation qui se veut vraiment ancrée dans la réalité des problématiques industrielles et des entreprises sur le sujet du numérique. Donc voilà, c'est très intéressant, ça s'ouvre. Au niveau accessibilité, il y a plusieurs parcours possibles en amont. Et ensuite, c'est 3 ans sur le campus de Strasbourg Europe aujourd'hui, peut-être d'autres campus demain. J'allais vous poser la question. Vous savez, à l'ICAM, il faut être ouvert à tout. Il n'y a pas de... Voilà, après, on réfléchit les choses vraiment de manière... avec beaucoup de recul. On essaie de faire les choses dans la logique des territoires. Le but, c'est de proposer à chaque fois des solutions ou des formations qui soient adaptées aux besoins du territoire. C'est le cas à Strasbourg. Et c'est une belle formation et je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour l'ICAM en France. Merci beaucoup Gilles. Alors on a commencé à en parler, Jean-Yves, mais on va rentrer encore un peu plus dans le détail sur la façon dont justement la Fondation accompagne cet appui aussi important financier. Donc on va peut-être rentrer un peu dans des illustrations concrètes. Donc on a évoqué Douala, mais il y a aussi d'autres enjeux importants, notamment à Lille. Donc quelques mots sur les actions, et puis peut-être revenir aussi sur la collecte 2023. L'image que vous aurez à l'écran bientôt sur le site de Lille montre qu'effectivement on a déjà bien avancé. On a 2 phases dans ce projet. La phase 1 vient d'être terminée mi-2023. Je pense qu'on va le voir à l'écran là cette fois, c'est bon. Voilà. Ouais. Donc mi-2023, on a terminé la phase 1 et là on est dans la phase 2. Et donc le projet sera terminé à la fin de cette année 2024. Bon, vous avez compris que c'était une des difficultés du projet, hein, c'était
construire une nouvelle école alors que l'école est ouverte et qu'on accueille les étudiants. Donc voilà, d'où la nécessité de phaser. Donc la phase 1 est terminée, vous envoyez quelques photos et effectivement, donc les étudiants ont pu, à la rentrée 2023, donc être dans ces nouveaux locaux. Je crois qu'on voit la promotion en bas à droite, c'est oui, ça? c'est ça, c'est la première promotion à pouvoir se faire prendre en photo devant les nouveaux bâtiments de l'ICAM. C'est un projet ambitieux, c'est 36 millions d'euros au total, hein, sur les 2 phases, avec un financement en fonds propres de la fondation et un prêt bancaire. Enfin, je ne rentre pas dans le détail technique du montage financier, mais c'est vrai que c'est un montage ambitieux. Et tu parlais de collecte tout à l'heure, c'est vrai qu'une des missions aussi de la fondation, c'est d'être capable de lever des fonds pour financer ces développements, à la fois de rénovation ou de construction de nouveaux sites. Et c'est vrai que la collecte 2023 a été bonne. On reparlera peut-être de la Nuit des Audacieux. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais on va commencer peut-être par la collecte. Je crois que les donateurs ont été encore une fois au rendez-vous. Oui, et donc on est en début d'année, donc Ouais. c'est un peu l'année bilan 2023. Donc effectivement, on a collecté 1,1 million en 2023. Et c'est pour moi l'occasion de remercier chaleureusement tous les donateurs, parce qu'encore une fois, ils ont été très généreux. On voit que ces dons sont très importants, effectivement. Les dons sont importants et on a aussi capté davantage d'attention, puisque beaucoup plus d'entreprises sont maintenant donatrices, en plus des donateurs, j'allais dire, fidèles, que l'on a déjà depuis des années, que ce soit des alumni, des parents ou des amis de l'ICAM. Alors justement, on parle des entreprises. Je rebondis sur, alors pas la Nuit des Audacieux, mais les nuits, parce qu'il y a eu 2 rendez-vous cette année. On en a eu 2 en 2023, une en 2022, c'était à Nantes. Oui. L'édition qui était très réussie en 2022. C'était la première, elle a très bien fonctionné. Ouais. Voilà. Et on a à l'époque collecté 150 000 euros sur cette nuit. Sur la nuit de Lille. On va voir également quelques images normalement. Oui, vous avez des images aussi sur la nuit de Lille. Donc là, on a eu aussi, alors peut-être sûrement même lié à l'histoire de l'ICAM. L'ICAM est évidemment très bien implanté à Lille et donc on a été capable de collecter davantage. Vous le voyez même à l'écran, on a le chiffre de 243 000 euros. Et ça, c'était affiché juste à la fin de la nuit et c'est effectivement le montant qui a été donné. Donc tous les dons promis, hein, parce que vous savez qu'il faut non seulement promettre un don, mais ensuite il faut le faire. Et donc là, tous les dons promis sur Lille ont été effectivement réalisés. Et sur Toulouse... On voit qu'il y a une belle soirée, la salle était pleine. Oui. Oui, et c'est vraiment une innovation pour nous de faire ces Nuits des Audacieux. C'est la première fois qu'on le fait au niveau local. Et ben là, j'ai envie de partager l'enthousiasme que l'on a tous à avoir fait ces 3 événements parce qu'ils se sont très bien passés. On a vu que d'abord les pitchs qui étaient faits, 6 ou 7 pitchs chaque nuit, ont été suivis avec attention et ont déclenché de la générosité. Et donc ça, c'est très bien. Et ensuite, on a passé effectivement un moment agréable avec tous nos donateurs. Et le fait de les avoir faits en local, comme on l'avait dit, parce que précédemment, on faisait des événements, mais qui étaient plutôt un événement par an. Et ça se faisait généralement à Paris pour être central. Mais on a voulu justement faire en sorte que les écoles puissent fédérer leurs partenaires, les entreprises locales au niveau des sites de Toulouse, de Nantes, etc. Et donc on continuera, pour donner un peu de perspective, on n'a pas encore décidé ce que l'on fera en 2024, c'est incessamment sous peu qu'on va décider sur quel site on le fera, mais en tout cas on continue à faire ces Nuits des Audacieux pour pouvoir justement fédérer tous ces dons. Et d'ores et déjà, on peut dire sur plusieurs sites. Ah oui, ça sera sur plusieurs sites. Je ne vais pas dévoiler la liste parce que je ne la connais pas encore, mais en tout cas oui, on va continuer ces événements sur la Nuit des Audacieux. C'est clairement quelque chose qui nous a permis de justement faire venir plus d'entreprises qu'auparavant et puis de montrer également à la communauté autour de chaque site ce qui est fait, parce que les pitchs qui sont faits sont vraiment une bonne occasion de montrer ce que l'école de production apporte, ce que chacun des projets qui a été présenté peut apporter aux étudiants. Alors, on parlait des actions concrètes, il y a aussi forcément les prêts d'honneur. Oui. Peut-être quelques mots aussi. Oui, alors sur les prêts d'honneur, je citais tout à l'heure le nombre d'étudiants qui ont eu un prêt d'honneur en 2023. C'est grosso modo à peu près un chiffre stable sur le nombre d'étudiants qui bénéficient chaque année de ces prêts d'honneur. Par contre, le fait d'avoir maintenant Strasbourg Europe dans ce pool, ça fait augmenter les chiffres. C'est vrai qu'on est maintenant à un encours de près de 10 millions d'euros.
Donc la Fondation n'est pas une banque, mais c'est un encours quand même très significatif pour la Fondation. Donc on est ravis et heureux de pouvoir aider les étudiants à financer leurs études, hein, puisque certains, je signe toutes les demandes de prêt, certains demandent finalement un prêt sur le montant intégral de leur formation. Donc ce qui prouve bien que ce prêt d'honneur est une grande facilité pour ces étudiants qui sinon ne pourraient pas se payer leurs études. Alors, je jette un petit coup d'œil sur ma tablette pour voir si des questions nous parviennent. N'hésitez surtout pas à les poser. On en a quelques-unes, voilà. Donc, je les poserai en fin de webinaire. Je me tourne vers Gilles parce qu'il y en a quelques-unes pour vous. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. On parlait du site de Lille et il y a un enjeu qui était important aussi. On va parler justement d'écologie intégrale, d'enjeux environnementaux. La prise en compte de ces enjeux était importante pour ces travaux. Oui. Au tout début, hein, la genèse du projet, donc là on est 5 ans ou 6 ans avant, on s'est posé la question, est-ce que le site, qui était quand même assez ancien, hein, les bâtiments datent de 1898, certains étaient effectivement dans un état tel qu'on se posait la question, est-ce qu'on rase tout, on reconstruit une école neuve ou pas? Je remets à l'écran et la décision a été de garder, d'abord parce que c'est un peu l'âme de l'école aussi, on avait envie de conserver cette âme. Et d'un point de vue aussi bilan CO2, on a bien montré que entre la solution de raser et reconstruire et la solution de reprendre le bâtiment existant et de le rénover était effectivement plus vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour ceux qui visiteront le site, vous verrez, toutes les huisseries ont été changées, donc des huisseries qui sont évidemment bien mieux isolées. On a installé un puits canadien pour arriver à mettre une température bonne en hiver, mais aussi bonne en été sur la nouvelle passerelle notamment qui a été construite entre les bâtiments. Donc plusieurs initiatives au sein du site. Je ne parle pas des panneaux solaires, mais il en existe et ils sont maintenus. Et donc l'ensemble de ces décisions ont fait qu'effectivement le site de Lille est plus vertueux en consommation d'énergie et en confort aussi pour les étudiants. Alors je rebondis, je me tourne vers Gilles. On parle effectivement de se développer, de voir plus grand. Comment justement on intègre ces enjeux environnementaux? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que quand vous prenez le train en France en vous disant je ne prends plus l'avion en France et que vous volez à l'international, il n'y a pas beaucoup de moyens aujourd'hui et on y fait attention. Et puis, je reviens au fil conducteur de notre plan stratégique 2020-2025, l'écologie intégrale. On va parler des DRS, mais finalement c'est un chapeau et on s'engage quand même à passer au filtre écologique toutes nos décisions et nos modes de fonctionnement, etc. Donc c'est un enjeu énorme et qui demande des moyens aujourd'hui. Si on l'a démarré, c'est aussi grâce à la Fondation qui finance aujourd'hui l'amorce du projet des DRS à l'ICAM. On n'est pas en avance. Il y a beaucoup de monde qui s'est mis voilà, sur le sujet. Alors le DDRS, c'est la déclinaison institutionnelle française des objectifs de développement durable de l'ONU, mais voilà. On ne peut pas y couper et c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet qui, moi, personnellement, tient à cœur. Je pense qu'on ne peut pas former des ingénieurs avec un cœur ou des hommes et des femmes conscients, engagés, responsables, sans parler d'écologie. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est 200 heures de cours sur les sciences du vivant dans le programme de l'ICAM. Donc les donateurs anciens ICAM qui ont connu l'ICAM, sachez que voilà, on a intégré maintenant des sciences du vivant, le cycle de l'eau, la pollution, le calcul d'un bilan carbone, etc., cycle de vie. Pour que l'ingénieur ICAM d'aujourd'hui et de demain intègre ça dans ses réflexions, dans sa manière d'agir, dans nos modes de fonctionnement, on réfléchit aussi. Voilà, sur la mobilité, on a parlé voilà, sur les choix qu'on fait dans les rénovations ou l'isolation, parce qu'on sait que c'est des enjeux forts, sur nos achats, essayer d'être dans des logiques d'achat responsables. Demain, probablement sur les sujets qu'on va traiter avec les entreprises pour les accompagner sur ce sujet-là. Les low-tech, c'est un sujet très ICAM. Voilà, on connaît tous quelques ingénieurs ICAM qui sont sur le sujet. Donc voilà, donc c'est complexe. C'est un enjeu, je pense, premier pour notre société, surtout les sociétés des pays
développer. Et voilà, et puis on calcule, on fait nos bilans carbone de campus. Voilà, il y a plein de choses. On est vraiment en train de développer ça. D'où l'importance aussi de s'engager dans cette démarche Ouais, des DRS. et on s'est justement, structuré ouais. pour ça parce que, voilà, en nommant un directeur délégué sur le sujet au niveau national et qui est même en contact avec l'Afrique pour les entraîner dans cette dynamique, et en nommant Donner son nom. oui, Franck Cochet, et ensuite des référents des DRS sur chaque campus qui vont être animateurs de cette dynamique-là. Et les étudiants ne sont pas les derniers. Et c'est aussi un élément de choix aujourd'hui de plus en plus pour ceux qui veulent venir faire des études supérieures, c'est de regarder un peu où vous vous situez. Donc voilà, il était temps qu'on se mette en route sur le sujet. Je suis vraiment reconnaissant de l'aide de la Fondation parce que ça demande des moyens. Et c'est possible parce qu'on a la Fondation avec nous. Donc c'est aussi le propos d'aujourd'hui, c'est de remercier les donateurs qui font qu'aujourd'hui la Fondation est en capacité de le faire. C'est un sujet très important, surtout quand on connaît les valeurs du LICAM. Jean-Yves, peut-être quelques mots après cette... Sur le développement durable, et je pense que Gilles a expliqué effectivement tout le fonctionnement Vous le disiez, pour la du Fondation. collectif ICAM, mais c'est vrai que, bon, on parlait tout à l'heure de la générosité des dons, c'est vrai que la Fondation fait aussi des dons à l'ICAM, et notamment, donc c'est 1 million d'euros par an, et ce montant de dons justement sert à ce développement de l'écologie intégrale, tel que vient de l'expliquer très bien Gilles. Mais c'est vrai que c'est important pour nous tous. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je vous l'avais annoncé en introduction. Donc, on accueille un invité, Eric. C'est gentil, merci. Bonjour. Merci d'être venu vous joindre à nous pour ce webinaire de la nouvelle année. Donc, peut-être vous présenter en quelques mots. Oui. Donc, je suis Eric Ciourdeau, je suis président de l'association des ingénieurs ICAM, donc qu'on résume aussi ICAM Alumni. Donc voilà, je suis président depuis 2022, juin 2022. Et puis bon, j'ai un parcours international dans l'industrie automobile essentiellement, mais pas seulement, aussi spatiale et autres. Voilà. Alors, ce réseau des alumni, quel est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente? Alors d'abord, c'est un réseau qui est ancien. Il a largement plus de 100 ans. Et aujourd'hui, il y a 23 000 alumni. Alors, il y a une des particularités de l'association des ingénieurs ICAM, c'est que les étudiants sont membres de l'association dès leur intégration à l'ICAM. Et ça, je connais d'autres associations, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc ça c'est important. Et je vous y expliquerai après, parce que ça permet de vraiment beaucoup plus impliquer les étudiants dans la vie de l'association. Alors sur le côté pratique, donc en France, on est organisé en 6 provinces, donc essentiellement certaines autour des écoles. La dernière, c'est le Grand Est avec Strasbourg, mais on a la province Ouest avec les 3 écoles de l'Ouest, Nantes, La Roche-sur-Yon et Vannes. On a Grand Paris Sud, donc la région Île-de-France, la région toulousaine, province Sud-Ouest, et évidemment la région historique de Lille avec la province Nord. Et puis après, on a une province aussi Sud-Est. Alors peut-être un jour un campus aussi par là-bas, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà, donc les provinces. Et puis après, les ICAM, les alumni, ils sont dans 70 pays quand même. Donc on a un réseau quand même bien établi. Il y a plusieurs milliers d'alumni. Je veux dire, on avait une question justement. Voilà. Savoir sur le réseau, comment il s'organisait à l'international. Bon, on va répondre à la question après, parce que sinon, on va prendre trop de temps. Donc voilà, alors ce qui est important de l'association des alumni, c'est aussi les missions qu'on a. Donc pourquoi on existe. Donc la première des missions, c'est d'entretenir le lien, de créer, mais surtout d'entretenir le lien qui nous unit, parce qu'on a quand même une formation, je dirais, un petit peu atypique dans le monde de l'ingénieur, et très, très fortement basée sur les valeurs humaines. Donc la création, l'entretien du lien, c'est quand même, je dirais, la première mission, la mission chapeau de l'association. Bon, après, on a des missions classiques d'une association alumni, surtout d'animer le réseau. Donc, des visites de sites, des after-work, des rencontres nationales, des choses comme ça. Pour donner une idée, l'année dernière, on a une centaine d'événements qui ont réuni à peu près 2500 alumni. Donc, c'est quand même une bonne... Alors, la très grande majorité sont en présentiel.
On a évidemment des webinaires aussi, mais la très très grande majorité sont en présentiel. Donc les 2500 alumni ont aussi l'occasion de se rencontrer Oui. physiquement. Donc ça c'est quand même important. L'autre point qui est important aussi, c'est d'être présent auprès des jeunes. Bon, ils sont partie de l'association, mais nous aussi, on a une mission à la fois pour eux, mais avec eux. C'est-à-dire qu'on est très présent dans les écoles. Il y a un accompagnement Alors, il y a un accompagnement. Donc, alors, au début, quand ils intègrent l'école, on est plus juste à leur présenter l'association et puis à leur donner les clés quand des jeunes, quand ils cherchent des stages et tout ça, c'est toujours, voilà. Donc leur donner un peu les tuyaux, comment se servir de l'annuaire, comment chercher. Et puis au fur et à mesure qu'ils montent dans les études, en fait, ils sont de plus en plus associés. Donc on intervient par exemple au niveau des expérimentes. Des fois on leur donne des contacts dans les pays quand ils partent en expérimente. En 4e année, il y a des ingénieurs qui participent au projet création d'entreprise ou un certain nombre d'événements dans l'école. Puis après on fait des choses plus avec eux. Par exemple, il y a les rencontres intergénérationnelles où les étudiants rencontrent des alumni en activité, mais on demande aux étudiants de s'organiser. C'est-à-dire que c'est les responsables des BDP qui gèrent, qui vont à la pêche pour trouver les alumni et qui organisent la journée. Donc plus ça va, plus ils sont impliqués là-dessus. Et puis après, d'autres choses aussi sur les étudiants, c'est qu'ils font partie de l'association proprement dit, puisqu'il y a 2 étudiants qui sont au conseil d'administration. Alors en fait, ils sont plus nombreux que ça. Ils sont 14, il y en a 2 par école. Et ensemble, ils ont 2 voix au conseil d'administration. Donc, ils participent aux différents conseils d'administration. Puis après, on propose un certain nombre de choses comme l'accompagnement tout au long de la vie, des formations diverses et variées. Donc voilà un peu pour l'alumni. Alors, on a beaucoup parlé justement de la transition écologique. Je crois que c'est un enjeu aussi important pour vous. Alors c'est un enjeu important. Quand je suis arrivé avec le nouveau conseil d'administration, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a fait un séminaire où on a défini quelles étaient nos 3 principales priorités. Et la première qui a sorti, c'est la transition écologique. Voilà. La deuxième, c'était l'entrepreneuriat. Donc c'est quand même très dans l'air du temps. Et après, c'était aussi l'accompagnement professionnel. Mais bon, je restais focalisé sur la transition écologique. Donc, à partir de là, on a eu une première réflexion. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de charte de la transition écologique. Donc, on en a publié une, donc au mois de juin l'année dernière. Donc, c'est une charte qui est quand même, je dirais, qui est importante. On a voulu rendre ça un peu incontournable pour les alumni. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous, au moins, on porte le message. Mais on porte aussi le message que la transition écologique, elle est forcément aussi liée à l'aspect sociétal. Donc sur l'inspiration de Laudato Si, de l'encyclique du pape François. Donc voilà, donc on a vraiment voulu faire ça. Et dans notre charte, en fait, il y a un peu 3 éléments. D'abord, on dit qu'il ne faut pas laisser passer la chance qu'on a de faire bouger les choses quand même. Hein, c'est maintenant qu'il le faut faire. Il faut qu'on réfléchisse ou qu'on accompagne une nouvelle manière de faire société. Hein, on le voit bien aujourd'hui dans la vie des entreprises, tout ça, le Covid, toutes ces choses-là ont quand même délié un certain nombre de liens, ont quand même beaucoup perturbé. Donc, faire société, une entreprise, on dit aussi c'est une société, le mot est un peu bien. Il faut se voir, il faut vivre. On est là pour vivre ensemble, travailler ensemble. Et comme les ICAM, il y en a quand même pas mal qui ont des postes décisionnaires qui puissent jouer un rôle aussi dans leurs entreprises pour justement promouvoir un peu cette transition écologique. Et l'autre point qui est important, c'est la solidarité intergénérationnelle, parce que moi déjà, j'arrive aussi un peu, toi, un peu moins, on a quand même un âge où nos activités sont un peu derrière nous, mais il faut qu'on soit solidaire avec les jeunes, parce qu'eux, ils vont se prendre ça, je dirais entre guillemets, de plein fouet, et il faut qu'on puisse les accompagner là-dessus. Alors on a donné quelques idées, mais en gros, on insiste vraiment là-dessus, et demain, on a un autre séminaire, où on est en train de réfléchir un peu à notre raison d'être, à nos missions, et je suis à peu près certain qu'il va sortir quelque chose sur la transition écologique. Quelques mots peut-être sur le réseau des alumni, Gilles? En complément, alors déjà, quand on arrive sur nos campus à l'international, quand on fait l'alliance avec une université, la première étape, c'est le recrutement. C'est sûr que si vous n'avez pas d'étudiants, le programme de l'ICAM, il ne sert pas à grand-chose.
La deuxième étape, et c'est la deuxième jambe de l'ICAM, c'est la relation au monde économique, la proximité avec les entreprises. Et ça, c'est vraiment une capacité distinctive que nos partenaires étrangers viennent chercher, où ils sont vraiment démunis. Et j'ai pour habitude de dire que la marche suivante, mais ce n'est pas une règle absolue, hein, c'est le réseau alumni. Enfin, moi, j'ai fait mon petit tour et, enfin, en Inde, au Licet, au Loyola ICAM College, on a 3000 alumni diplômés là-bas, 1600 étudiants sur le campus. C'est un petit réseau qui est en train de s'organiser. Et en fait, on en a discuté avec Eric et je sais qu'il a ça aussi en tête. Et je pense qu'un des enjeux dans les années à venir pour l'ASSO en France, bah, c'est de connecter aussi avec ces assos qui sont dans les pays étrangers et de créer ce réseau de diplômés ICAM dans la dimension internationale. Donc voilà, c'est une force en France. Je pense qu'on n'en a même plus conscience à quel point c'est une force, à la fois en soutien, mais simplement le fait d'être diplômé, d'aller aujourd'hui sur LinkedIn et de taper le mot ICAM, ben voilà, vous êtes en capacité de contacter des gens en direct, quel que soit leur poste. Peut-être vous n'aurez pas de réponse, mais dans la plupart des aptitudes et postures des ingénieurs ICAM, généralement, on répond. Donc voilà, donc c'est vraiment une force en France, il ne faut pas l'oublier. C'est important dans notre fonctionnement et dans notre développement. On fait des réunions régulièrement pour justement essayer de synchroniser les choses et d'être bien en lien. Et il faut que ça devienne une force au niveau international. Une réflexion justement sur l'international. Alors oui, on a eu la convention ICAM là, au mois de novembre. Donc j'en ai profité pour discuter avec l'ensemble des recteurs, donc aussi bien africains et des autres pays. Bon, pour l'Afrique, on a nous déjà des conventions avec eux qui leur permettent d'accéder à nos outils, d'accéder au réseau. Donc voilà, donc ça c'est déjà en place. Mais je pense que le plus important, bon, moi j'ai beaucoup travaillé international, le plus important c'est surtout de ne pas faire ou de dire comment faire, mais nous on est là pour partager des bonnes pratiques, les accompagner, mais il faut vraiment qu'ils prennent, qu'ils créent leur réseau et qu'ils le fassent vivre. Et les discussions que j'ai eues par exemple avec le recteur de Quito, du Brésil ou des Philippines, c'est qu'ils ont vraiment cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on va créer un réseau et après on trouve un moyen pour... Et c'est même pas fonctionner ensemble, mais de rester en permanence en contact, d'échanger des bonnes pratiques, mais chacun a la même puissance, la même voix au chapitre. Donc c'est vraiment une communauté. Toujours un peu, c'est une histoire de lien, beaucoup plus. Il n'y a pas un chef. Les autres, c'est pas parce que la France a 115 ans d'existence, 120 ans d'existence, qu'on se doit se dire, bah non, c'est comme ça qu'il faut faire, on va s'organiser comme ça. Non, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Alors, moi, j'étais en Chine, je peux vous dire que si on a une approche comme ça ne marche pas. Jean-Yves, je ne sais pas si vous vouliez réagir. Sur le réseau des alumni, j'ai été dans une position similaire à Eric il y a quelques années, donc je ne peux qu'encourager cette volonté d'aller à l'international. Les conventions, effectivement, que l'on avait signées avec Douala ou avec Kinshasa maintenant, et donc sont vraiment importantes. Et c'est vrai qu'on sent d'ailleurs cet esprit alumni, quand on discute avec les alumni de Douala, ils sont quand même déjà bien entrés dans leur vie professionnelle. Les premiers étaient diplômés en 2007, si je me souviens bien, ou 2008. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà dans un parcours professionnel très intéressant, et on sent bien que cette dynamique existe. Il faut la multiplier, il faut la faire vivre davantage, mais c'est vrai que c'est utile. Ouais. Bon, merci Eric de votre présence. Donc on a des questions que je vais vous poser. Alors une première, pas des moindres, je me tourne vers Gilles. C'est Dominique Hies qui nous pose la question. Quel développement sérieux des écoles de production? Quelle gouvernance adaptée et quelles ambitions pour des jeunes qui ne représentent que 1,5% des effectifs apprenants? Ouais, alors Dominique Hies, je le salue au passage, pour le décodage des gens qui nous regardent. C'est l'ancien président de la Fédération nationale des écoles de production, avec qui on a beaucoup travaillé pour la reconnaissance des écoles de production, du modèle par le gouvernement, et le développement tout simplement des écoles de production. L'ICAM a été une des premières entités à lancer ce mouvement-là d'écoles de production. La première est née en 2000 à Toulouse, et puis ensuite Lille a suivi, et puis il y a eu un projet structurant qui a été acté par notre conseil d'administration et qui a fait qu'aujourd'hui on a une école de production sur tous nos campus en France.
Alors, on ne fait que 1,5%, je n'ai même pas les chiffres. Oui, mais je pense qu'au global, la FNEP fait sa part, mais ne changera pas en termes de nombre la donne. Mais par contre, on ouvre une voie. Et en l'occurrence, dans le paysage et les écoles d'ingénieurs, on est les seuls à proposer cette formation pour des jeunes sans solution scolaire et l'intégrer sur notre campus, ce qui fait que les futurs ingénieurs côtoient des futurs ouvriers et techniciens. Et voilà, donc on n'en fera jamais assez sur ce sujet-là, mais honnêtement, l'ICAM a eu une audace folle de l'acter stratégiquement. On est les seuls, encore une fois, à le faire. Et bien sûr que si on peut en faire plus, on le fera. Il faudra aussi quelques moyens pour le faire. Et aujourd'hui, le modèle économique d'une école de production, et Dominique est bien placé pour le savoir, il est très fragile. Et ben, il faut déjà qu'on sécurise ça. Donc on développe, on démultiplie. On vient d'ouvrir une deuxième section à Grand Paris Sud. Donc voilà, donc on va doubler le nombre de jeunes accueillis et j'espère qu'on en fera plus que 1,5%. Mais aujourd'hui, ça doit se faire dans une équation économique fragile. Donc il faut qu'on arrive à allier les deux. Il est hors de question qu'une scolarité d'un élève d'ingénieur finance le fonctionnement d'une école de production. On a pour principe de dire que l'école de production doit s'autofinancer. Et voilà. Donc promis Dominique, on va essayer de faire beaucoup plus. Alors, Mais, c'était la première partie de questions. D'accord. Il y a une deuxième question. Pourquoi limiter la scolarité à 2 ans au lieu de 3 ou 4 et les amener vers le nouveau bachelor? Alors 2 ans parce qu'on les forme au CAP pour la plupart. En fait, on ne le limite pas, c'est probablement une évolution naturelle, mais encore une fois, ça doit se faire en temps et en heure avec des moyens dédiés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a même des jeunes qui sont sortis du CAP qui ont intégré soit plus tard dans la formation continue, la formation ingénieur, soit directement après la formation BTS pour essayer de faire un apprentissage. J'ai en tête un exemple à Toulouse. On a aussi embauché un de nos anciens élèves d'école de production sur le campus de Lille, puisque à l'école Garage. Donc voilà, donc il n'y a pas une façon de former. Oui, ce serait bien qu'on aille chercher d'autres formations, mais là aussi, ça se construit avec du temps, avec des moyens, et on est constamment aussi à l'écoute des besoins du territoire. Et aujourd'hui, une grande majorité des jeunes qu'on forme en mécanique automobile, en soudure, en usinage, en montage, ajustage, en électricité, en chaudronnerie, ils vont travailler. Ils viennent nourrir les ateliers des entreprises du territoire sur lequel on est implanté. Donc bien sûr qu'on le fera si c'est une évidence et si c'est un besoin de l'écosystème. Et on le fera quand on aura les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une limite, c'est simplement que voilà, faut que ça se présente et pourquoi pas. On avait une autre question de Betty Simoneau. J'aimerais avoir confirmation de la retraite en silence à la fin de cursus. Cette retraite existe-t-elle sur le parcours ouvert et quelle est sa durée? Oui, elle existe, tout simplement parce que les gens du bachelor international, ex-parcours ouvert, donc c'est la dénomination à changer, rejoignent le parcours intégré ou le parcours apprentissage pour finir leur cursus ingénieur. Donc ça fait 4 plus 2 années. Et effectivement, en fin de cursus, c'est le même principe. Et la durée, c'est 1 semaine à ma connaissance. Merci beaucoup. On a parlé du réseau des Fab Labs et il y avait une question, donc j'aurais dû la poser à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a un Fab Lab sur chaque campus aujourd'hui? Oui, il y a un Fab Lab sur chaque campus et je peux même dire qu'il y a un Fab Lab sur chaque campus à l'échelle internationale. Donc voilà, et c'est à ma connaissance, mais il faudrait qu'on creuse. Rémi Ducrot pourrait mieux le dire que moi puisque c'est notre Fab Lab manager au global. Et lui a visité tous les campus et tous les Fab Labs. Donc on est vraiment dans un projet commun. Une cohérence, encore une fois. Chacun va se développer à son rythme et en fonction de sa réalité locale. Mais ouais, on a un réseau aujourd'hui 14 Fab Labs. Qui entre eux, du coup. Qui interagissent entre eux parfois. Et un étudiant français qui va aller au Brésil ou en Afrique va retrouver un Fab Lab qui finalement fonctionne de la même manière que sur son campus original. Merci beaucoup. Et puis je me tourne vers Jean-Yves. Il y avait une dernière question. On parlait des dons, l'importance de ces dons. Il y avait une question sur la forme de comment on peut faire un don à la fondation.
Ah, mais alors ça, c'est très facile de faire dans la fondation. Vous allez sur le site ICAM ou sur le site de la fondation ou sur le site des alumni, vous allez trouver le petit bouton qui va bien. Effectivement, il y a plusieurs manières de faire des dons. Il y a le don en numéraire, hein, qui est évidemment très facilité en France grâce aux réductions d'impôts, soit sur l'impôt sur le revenu, sur l'IFI, etc. Donc ça, c'est une capacité que la France nous donne et il faut en profiter. Et je pense que tous les donateurs en profitent et c'est tant mieux. On a aussi une autre manière, c'est de faire un leg. On a récemment eu un leg, donc un de nos alumni qui est décédé et qui nous avait mis sur le testament un leg pour la fondation. Merci à lui. Et puis ensuite, vous avez tous les dons possibles au travers des partenariats avec les entreprises, hein. On en a parlé pour la Nuit des Audacieux. Il y a beaucoup plus d'industriels et de partenaires qui donnent à l'ICAM et c'est tant mieux. Et vous avez aussi les fondations qui donnent à l'ICAM. Alors là, moi, je ne vois pas les flux financiers parce que la fondation ne fait pas un don à la fondation pour en faire ensuite. Donc là, ça va directement. Mais par exemple, on parlait des écoles de production. Il y a un montant significatif aujourd'hui. Hein, c'est de l'ordre, en plus du 1,1 million dont je parlais tout à l'heure, il y a à peu près 600 à 700 000 euros qui sont versés par des fondations pour le fonctionnement des écoles de production en direct. Donc voilà, beaucoup de manières de faire un don. Et je vais effectivement encore une fois remercier tous ceux qui ont donné parce que c'est vrai que c'est très important. On l'a vu au travers des interventions de nous trois que évidemment pour développer toute notre ambition, on a besoin de ces dons. On est très content de ce qui a été fait en 2023. On a envie de faire encore davantage en 2024, de monter encore à des niveaux plus importants parce qu'on a encore d'autres projets et c'est vrai que c'est important de pouvoir les financer. Alors, on arrive effectivement sur la fin de notre webinaire. Donc, avant de conclure, de vous laisser la parole, juste quelques mots. Gilles, on en a parlé, hein. Donc, ces ambitions pour 2024 et pour les années à venir sont bien entendu portées dans le cadre du plan stratégique 2025 avec le nouveau président de l'ICAM, Damien Bourret. Damien Bourret, c'est vrai qu'on salue au passage. Oui. Il doit être connecté. Alors déjà, on est très structuré dans notre approche stratégique et on a beaucoup de projets structurants sur différents items qui sont en route, en cours. Je pense notamment à l'ouverture de notre recrutement à des publics un peu éloignés de l'ICAM. C'est quelque chose qu'on doit explorer. C'est important par rapport au projet, pour une question de mixité, pour une question d'inclusion. Je pense que les sujets du handicap, des femmes ingénieurs aussi sont des sujets très importants qui ne sont pas faciles parce que c'est parfois dans la culture et parfois assez profond à changer. Après, honnêtement, à mon niveau, voilà, chaque campus a sa réalité, ses enjeux, chaque activité aussi. Moi, j'en ai deux. C'est la dimension internationale de l'ICAM. Je pense qu'on est en train de changer de niveau, on l'a dit tout à l'heure. L'identité de l'ICAM est en train de changer. Voilà, on n'intègre pas des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques et voilà, et demain encore plus de pays et de cultures sans bouleverser voilà, l'ICAM. L'ADN, les valeurs, le projet ne change pas, au contraire, on le partage, on l'essaime, mais on est en même temps enrichi de plein de cultures différentes. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'élever et de faire rentrer l'ICAM dans une dimension internationale entière et pleine. Donc ça, c'est un enjeu fort et ça va prendre un peu de temps. Et le deuxième, c'est notre fonctionnement collectif. Je pense qu'on vit une époque chahutée, assez complexe. Dans les entreprises, on le voit, les modes de fonctionnement aussi sont parfois tendus, en tout cas changent. Et faire collectif à l'ICAM, ça devient presque naturel, hein. Vous voyez, on est autour de la table aujourd'hui et on parle le même langage et on travaille ensemble et pourtant sur des choses très différentes. Mais avec le même projet de fond, avec la même vision de ce qu'un ingénieur ICAM doit être, de ce qu'un homme et une femme formés à l'ICAM doit devenir. Et moi, j'ai un vrai questionnement sur notre fonctionnement collectif. On a envie de faire collectif, mais on doit gagner en souplesse et en agilité de fonctionnement. Voilà, aujourd'hui, on a un réseau multi-campus, voire multi-entités, puisqu'on a aussi une fondation. On a les amis de l'ICAM en France qui gèrent les résidences. On a l'asso
la Compagnie de Jésus qui est partie prenante aussi. Donc voilà, il faut trouver les bons modes de fonctionnement, le bon niveau de décision. Voilà, je pense que le fonctionnement en réseau est quelque chose qu'on doit développer et travailler à l'ICAM dans les années à venir pour donner une vraie résilience et une vraie capacité de l'ICAM à la fois répondre aux enjeux sociétaux, à rester ancré localement et en même temps à s'adapter constamment au mouvement de notre société. Alors, on avait une question qui était arrivée, je ne l'avais pas vue, je suis désolée. Donc là, je la glisse. C'est Gilbert Antoine qui nous demande justement où on en est sur la mixité, en fait, au sein de nos campus. Ah ouais, c'est un bon sujet. Et ben, Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, grâce à la fondation et au prêt, on arrive à capter et à garder des jeunes boursiers qui font l'ICAM, et ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est complexe. L'enseignement supérieur privé, même à but non lucratif, reste payant. Il y a des publics qui sont parfois éloignés, qui sont séduits par l'ICAM, mais qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas les moyens de faire cette formation. Donc on va travailler ce sujet avec un projet structurant. Mais aujourd'hui, la mixité, suivant les campus, elle est à des niveaux, voilà, on est autour de 20%. Elle peut descendre dans certains campus. Il ne faut pas se contenter du petit drapeau facile des écoles de production pour dire qu'on le fait fortement, parce que, comme Dominique Hies l'a souligné tout à l'heure, c'est un faible pourcentage, mais on fait déjà quelque chose d'audacieux et de très différenciant avec les écoles de production. Et sur le volet enseignement supérieur, formation d'hommes et de femmes pour devenir des ingénieurs, il y a encore un peu de chemin à faire. Il y a des choses dans le tuyau, je voudrais vraiment arriver. On a un projet en cours. On va dire, pour répondre à la question, qu'il ne faut pas se relâcher. C'est un enjeu aussi de notre société. Vous voyez, les enjeux sont multiples. C'est là aussi on a besoin, voilà, d'un peu de ressources pour pouvoir lancer les bons sujets, les traiter au bon moment et pouvoir passer à l'action et être concret, parce qu'on est quand même ingénieur ICAM, donc il faut finir. Merci beaucoup, Gilles. Et je vais vous proposer de conclure avec un petit mot. Je vous laisse la parole, un petit mot chacun. J'en profite maintenant pour vous présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Une nouvelle année, on peut encore le faire. Je vous souhaite riche en projets et pleine d'énergie. Je vais me tourner vers Eric, peut-être un petit mot pour conclure. Non, je pense que ce qui est important, Gilles l'a souligné, ou Jean-Yves aussi, c'est que alors, Antoine Lemaire, qui est président de l'association des Amis de l'ICAM, n'est pas là, mais les 4 associations fonctionnent vraiment bien ensemble. Et donc le lien, déjà, c'est si on le prend à notre niveau, il peut descendre. S'il n'y avait pas ce lien-là, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué. Donc je redis ce que j'ai dit tout au début, hein, donc l'importance du lien. Il faut vraiment qu'on continue à fonctionner comme ça. Parce que derrière, on peut entraîner des masses importantes, et puis demain, avec tous les pays étrangers et toutes les associations étrangères aussi. Quoi. Merci beaucoup, Eric. Gilles, petit mot pour... L'ICAM est une école humaine et responsable. Et moi, je suis très reconnaissant de tous les soutiens et toutes les aides qu'on peut avoir. On n'en a pas parlé, mais le mécénat de compétences est aussi une manière d'aider l'ICAM. Voilà, en tout cas, on a un gros réseau, on est face à des défis assez conséquents. Je pense qu'on a un magnifique projet qui répond vraiment à certaines problématiques. Donc il nous faut le soutien de tout le monde, d'un maximum de personnes. Donc je remercie tous les gens qui ont assisté au webinaire aujourd'hui, tous ceux qui le verront demain ou dans les semaines qui viennent. Et puis je pense qu'avec tous les outils qu'on a, toute la dynamique qu'on a, on a de beaux jours devant nous, mais il faudra avoir les moyens de mettre en œuvre. Et moi, j'ai trouvé très agréable, pour finir là-dessus, sur les nuits des audacieux, de pouvoir rencontrer les donateurs, en fait, de pouvoir connecter avec eux, parce que la dimension, elle est aujourd'hui au-delà de la France, mais voilà, c'est important de connecter avec les gens pour mieux se connaître, pour mieux expliquer. Voilà, et ce que je retiens de ces événements, et on en fera, j'espère, beaucoup plus demain, c'est cette capacité de partager ce qu'on vit, de partager nos projets, notre vision. C'est important de faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc voilà, donc bonne année à tout le monde et puis à très bientôt. Merci Gilles. Et puis Jean-Yves pour la fondation. Oui, je vais joindre mes remerciements. C'est vrai on a parlé déjà beaucoup de nos donateurs que je remercie bien sûr. On a parlé des partenaires industriels. Gilles en parle souvent aussi. Les collaborateurs sont très importants dans notre démarche. On l'a vu pour l'organisation de la Nuit des Audacieux. Ils ont été très impliqués dans le succès de ces nuits qui se sont passées. J'ai aussi envie de remercier les administrateurs qui souvent sont des ICAM, pas toujours mais souvent. Et c'est vrai que ça prouve aussi que le réseau Alumni permet de faire venir des alumni au sein des conseils d'administration et ça nous aide beaucoup aussi dans le management de nos entités. Donc voilà, merci à tous, bonne année. Vous avez compris qu'on avait beaucoup de projets et donc il faut qu'on finisse le site de Lille. C'est prévu pour la fin de cette année, comme je disais tout à l'heure. Il y a d'autres sites qui vont être remis en question dans le sens d'une rénovation ou une extension. Enfin voilà, on a des projets De très belles perspectives. de très belles perspectives et donc voilà, je souhaite à tout ce collectif une bonne année 2024. Merci. Merci beaucoup et puis merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt, certainement. Merci Estelle. Bonne Merci. journée, merci.